avant d'y parvenir, on met en place une succession de petits jardins qui permettent aux visiteurs de s'imprégner de l'atmosphère du jardin principal avant d'y pénétrer et avant donc de rencontrer son hôte. Ce sont des petits jardins au but taillés en forme douce et dont les cheminements sont marqués par des pas japonais en pierre ou des pavements arrangés. Il y a aussi un petit jardin d'eau, ce qu'on appelle la pierre à ablution. À l'origine, pierre de purification. Elle crée ici une atmosphère, une musique. Elle permet de se rafraîchir. Elle humidifie le jardin. Elle magnifie la matière. Nous arrivons dans une zone très particulière. C'est en fait là que se situe l'entrée du jardin principal. Au Japon, en général, un portique est placé à cet endroit-là. À cause de l'architecture très particulière de notre région, on a symbolisé l'entrée principale par un arbre taillé. Et au sol, vous voyez une frontière symbolique et la pierre du visiteur et la pierre de l'hôte. Donc on pénètre maintenant dans le jardin principal et on va pouvoir appréhender à la fois le jardin et la personnalité de celui qui l'habite. Intégré dans un cadrage très précis par rapport à la façade. Les maisons japonaises s'ouvrent presque entièrement sur le jardin, ce qui n'est pas le cas de cette petite maison de vigneron. Donc on a axé le jardin par rapport à la porte principale. Et c'est un jardin qui doit être appréhendé d'un point fixe, dans lequel on ne pénètre pas. C'est un jardin qui est un symbole, une abstraction, qui n'est pas la représentation d'un paysage, mais la suggestion d'un paysage.
Il y a toujours dans les jardins de méditation deux symboles importants, à la fois l'eau, l'étendue de l'eau, qui est ou bien une vision de l'océan ou la vision d'un lac. Et là, dans ce jardin particulier, il y a à la fois la symbolique du gravier ratissé, sur lequel des îles sont posées, et l'eau réelle qui prolonge la zone de sable vers la partie est du jardin. Les différents massifs et les organisations minérales correspondent d'une part aux deux îles, l'île Grue et l'île Tortue, deux animaux qui, dans la mythologie japonaise, symbolisent l'immortalité. Bien, nous quittons le jardin de méditation et nous allons pénétrer dans le jardin de thé. Et là, nous avons ce qu'on appelle une capture du paysage. C'est une zone transitoire entre les différents axes. Et on ouvre ce paysage et le jardin et le paysage s'intègrent l'un l'autre. Nous allons maintenant pénétrer dans le jardin de thé. Il y a une série de séquences mises en place les unes après les autres qui amènent le promeneur traditionnellement jusqu'à la maison de thé. La maison de thé est le lieu d'un rituel datant du temps où le Japon était déchiré par les guerres civiles. Dans la maison de thé, on faisait la pause, la trêve des combats. Par cette trouée, on sort du jardin japonais pour pénétrer dans un autre décor. Éric Borja n'oublie pas ses origines méditerranéennes. Dans cette zone, située plein sud et donc peu propice au jardin japonais, Éric Borja a eu envie de créer un lieu de rappel de ses racines. C'est une succession de petits escaliers, de restanques, de terrasses, aux couleurs et aux senteurs du sud. C'est un passage transitoire entre le jardin de thé et le jardin de promenade proprement dit, situé en contrebas. Ce jardin méditerranéen est masqué et il est conçu de telle manière qu'il n'y ait jamais, à aucun moment, d'interférence entre deux styles qui se contrediraient. Le jardin de promenade, lui, est organisé autour de deux étangs aménagés sur deux plans différents avec cascade. C'est la partie la plus récente du jardin d'Éric Borja. La pratique du jardin est aussi importante que le jardin lui-même. Et en fait, le jardin japonais est une pratique avant la réalisation d'un paysage. Il y a cette histoire de pratique qui est essentielle. Le simple fait de désherber pendant 1 heure un carré de mousse vous vide l'esprit autant qu'une séance de méditation ou de relaxation. Avec le jardin, j'ai trouvé une forme de communication qui touche tout le monde. Il n'y a pas besoin de culture, parce qu'on ressent les choses, plus qu'on ne les comprend. Il n'y a rien à comprendre dans un jardin, sinon le sentiment qu'on éprouve quand on est dedans. Et ce sentiment de sensation, de perception non formulée, pour moi, est un enrichissement formidable. Il y a en France plusieurs dizaines de villages abandonnés. Heureusement, des